Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous pardonnerez le caractère un peu, j'allais dire, improvisé de cette journée, d'abord par la grâce des étudiants de... Oui, j'ai un problème de Larsen. Vous parlez un peu plus loin. Pardon? Alors, attendez, c'est qu'il y en a deux d'allumés, je pense. Celui-là, ça va beaucoup mieux. Donc, je disais, j'espère pardonnerai le caractère un peu improvisé, d'abord par la grâce de quelques étudiants de Sciences Po qui nous ont empêché notre arrivée ce matin. Alors, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, mais quelque part, on peut se féliciter malgré tout que ce soit la République qui nous accueille, plutôt qu'un lieu de savoir. Donc là, il peut y avoir quelques motifs d'inquiétude pour demain, mais en tout cas, la République, pour le moment, a pu nous accueillir. Donc, nous sommes là et nous avons à gérer des défections aussi dans les deux tables rondes qui devaient avoir lieu cet après-midi et qui nous obligent à finalement essayer d'avoir une réflexion, j'allais dire, en faisant une table ronde un peu plus longue et un peu plus générale autour de l'Europe et l'immigration. Alors, la deuxième table ronde était sur l'immigration et le populisme et les dangers qui pèsent sur l'Europe face à la montée du populisme. Donc, j'ai suggéré, parce que finalement, si on regarde bien dans le rejet ou dans la matrice des populistes, il y a, si j'ose dire, deux carburants, ou deux bêtes noires, ou deux bêtes à fantasme, que sont, d'un côté, l'Europe, l'abandon de souveraineté, la porte ouverte, l'Europe passoire, enfin, il y a tout un tas on va y venir. Et puis, il y a, en deuxième élément, cette idée du bouc émissaire classique d'une partie de l'extrême droite, qui est l'étranger et la peur de l'autre. Donc finalement, ces deux ressorts, finalement, j'allais dire, se nourrissent aussi l'un l'autre. Et il me semble, puisqu'on va faire qu'une table ronde, il peut être intéressant d'essayer, un peu à la manière d'un entomologiste, de disséquer l'un et l'autre pour voir au fond comment et déconstruire une partie du discours populiste qui s'appuie sur ces deux fantasmes qui existent. Alors, pour réfléchir à tout ça, il y a trois personnes pour commencer qui sont à mes côtés. D'abord Nicolas Pouvreau, qui est directeur de l'Observatoire des migrations, puis Patrick Veil, politologue et directeur de recherche au CNRS, et Smaïn Lacher, professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Je serai accompagné dans le rôle de modérateur par Gilbert Flin, le président de la Commission des Affaires européennes et internationales de la LICRA, et tout à l'heure devrait nous rejoindre Catherine de Vinden, qui est directrice de recherche au CNRS et docteur en sciences politiques de Sciences Po. Voilà, alors j'ai tout de suite envie d'abord de poser avec des chiffres, parce que c'est intéressant par rapport à des fantasmes. C'est un peu comme la météo, vous savez, il y a la vraie température et il y a le ressenti. Donc j'ai un peu envie tout de suite de donner la parole à Nicolas, mon voisin, qui va essayer de montrer que s'il y a un fantasme d'Europe passoire qui est un des carburants, on va dire, des partis populistes, que pour autant, ça ne correspond pas à la totalité d'une réalité. Et que, je le pose sur la table, mais qu'il y a aussi une réalité géographique. C'est-à-dire que le poids de l'immigration qui arrive sur le continent européen, vous ne le vivez pas de la même façon à Calais que si vous êtes à Romorantin, et si vous ne le vivez pas de la même façon si vous êtes en Grèce ou en Italie que si vous êtes en Suède. Donc cet élément géographique peut paraître anecdotique, mais il n'est pas complètement anecdotique dans la perception. Merci beaucoup, cher monsieur, pour... Oui, je vais m'éloigner un petit peu, c'est à votre distance. Ça vous va? Oui, super. Alors, je fais signe simplement à mon camarade de la régie pour
la projection du support. Est-ce qu'il vous apparaît? Oui. Super. Merci avant tout à l'EPICRA pour son invitation aujourd'hui. Évidemment, comme nous tous, je regrette ce qui s'est passé à Sciences Po ce matin, ayant même été étudiant de cette noble, malgré tout noble maison il y a encore quelques années. Je me désole de voir que le champ du disciple, le champ du débat se restreint partout, que les minorités activistes sont en mesure de bloquer comme ça une école qui a été autrefois un lieu de débat démocratique tout à fait vivant. Cette parenthèse étant passée, effectivement, comme l'a dit monsieur le modérateur, mon idée c'est, en introduction de notre table, finalement, de poser un certain nombre d'éléments chiffrés quant à la réalité migratoire de l'Europe contemporaine. Ça va? Ok, super. La réalité migratoire donc, que connaît l'Europe aujourd'hui, avec aussi un focus particulier sur la question des frontières, puisque vous l'avez sans doute suivi, il y a de ça 15 jours maintenant, le pacte sur la migration et l'asile a été adopté au Parlement européen. Il me reste encore à franchir l'étape du Conseil de l'Union européenne, mais voilà, il est quand même en très bon point d'être adopté après 4 ans de négociations. Avant de commencer, un très très bref mot de présentation de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui est un think tank que nous avons créé il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en partant de 3 constats fondamentaux, et je pense assez largement partagés dans cette salle. Le premier, c'est qu'il y a aujourd'hui effectivement une défiance des Français à l'égard de l'immigration. Alors on est abreuvé de sondages régulièrement, maintenant il y en a une fois par mois, il y en a toujours entre 2 tiers et 3 quarts des sondés qui estiment qu'il y a aujourd'hui trop d'immigration en France. Et ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que c'est un constat qui est plutôt partagé dans l'ensemble du spectre électoral. Évidemment, c'est 90-95% chez les électeurs des partis les plus restrictifs en la matière, mais c'est aussi la moitié des électeurs ELV, la moitié des électeurs LFI. Donc voilà, cette défiance large. Deuxième constat, une défiance envers les chiffres, les données publiques disponibles en matière d'immigration. Tous les ans, le CEDIPOF de Sciences Po, on y revient, publie son baromètre sur la confiance dans la vie publique. Et les statistiques publiques dans lesquelles les Français ont systématiquement le moins confiance sont celles sur l'immigration, à touche avec celles sur l'insécurité. Donc il y a aussi un enjeu de déficit de confiance démocratique dans la matière. Et enfin, troisième constat, il est difficile de parler posément d'immigration, je pense qu'on s'y attardera tous ici. Et les débats législatifs de l'automne dernier sur la loi immigration ont tendance à se résumer à un échange de slogans, mais en cela, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque c'était là sur le lot du débat public sur ce sujet. En 2 mots, le positionnement de notre observatoire, rigueur et savoir technique, avec notamment un fort recours aux chiffres. L'intérêt de cette présentation, parce que vous allez avoir beaucoup de chiffres, et c'est toujours bien d'avoir une visualisation pour se rendre compte de ce que ça implique, et une indépendance fonctionnelle et politique, c'est-à-dire qu'on est indépendant des administrations, on est indépendant des partis, et pour nous, c'est le gage d'un travail sérieux sur lequel il y a un conseil d'orientation. Vous avez ici les visages. Pierre Beauchamp, c'est le patron de la DGSE, le recteur Gérard-François Dumont, qui est démographe, Michel Auboin, qui a été préfet et directeur d'administration centrale sur les sujets d'immigration, Xavier Dréancourt, qui est un spécialiste des questions algériennes, et enfin Thibaut de Montbrial, qui lui travaille plus sur les questions de lien entre les flux migratoires et la sécurité publique. Les présentations étant faites, je rentre sans plus tarder dans le cœur du sujet. Où en est l'Europe en matière d'immigration? Avant d'aborder la question migratoire au sens strict, c'est peut-être la peine de prendre un pas de recul pour comprendre que cette question s'inscrit dans un contexte démographique plus global, que le recteur Gérard-François Dumont, que je citais à l'instant, a qualifié sous le concept d'hiver démographique européen. C'est-à-dire que depuis la fin de ce qu'on appelle communément le baby boom, depuis les années 70, on doit constater dans la plupart des pays développés un indice de fécondité qui est structurellement inférieur au seuil de renouvellement des générations. Et c'est dans les pays qui ont un état sanitaire correct, c'est 2,1 enfants par femme. Or, cet affaiblissement durable de la fécondité en Europe et en Occident est arrivé simultanément à une poussée démographique, à un printemps démographique très fort sur le continent le plus directement voisin des côtes européennes, qui est l'Afrique. Depuis 1990, la population de l'Afrique a doublé. L'indice de fécondité en Afrique, il a baissé, il continue à baisser, mais il reste aujourd'hui en moyenne de 4,2 enfants par femme, donc 2 fois plus que le seuil de renouvellement des générations, avec des différences très fortes selon les pays. De ce point de vue-là, si on prend les pays classiques d'immigration francophone vers la France, dans le Maghreb, on est entre 2,4 et 2,9 selon qu'on s'intéresse au Maroc, à la Tunisie ou à l'Algérie. Quand on voit l'Afrique sahélienne francophone, là en revanche, on a des indices de fécondité parmi les plus élevés au monde. 7 enfants par femme au Niger, 6 enfants par femme au Mali. Le dispositif déroule tout seul. Et de ce point de vue-là, évidemment, ça n'est pas sans impact sur les dynamiques migratoires qui sont devant nous, puisqu'on a une population africaine
structurellement jeune, qui va encore gagner 1 million d'habitants, pardon, qui va encore gagner 1 milliard d'habitants d'ici à 2050, dont la moitié aura moins de 25 ans. Et de ce point de vue-là, voilà, évidemment, avec les écarts de niveau de vie que vous connaissez, le défi migratoire est largement devant nous. Il est devant nous, mais en fait, il est déjà là. Je me permets de retenir une poignée d'indicateurs pour attester de ce constat, de cette accélération migratoire qui en fait est déjà engagée. Alors la métrique la plus classique pour mesurer l'immigration légale sont les titres de séjour, en l'occurrence les premiers titres de séjour. Et on voit que dans l'Union européenne, sur 10 ans, entre 2012 et 2022, le nombre annuel de premiers titres de séjour délivrés dans les États membres a augmenté de 136%. L'an dernier, il était de 3,5 millions, alors qu'il était seulement de 1,5 million en 2012. Alors, il y a différentes raisons à ça. Il y a une immigration qui relève finalement de ce qu'on pourrait appeler une sorte de droit opposable à l'immigration. C'est toute l'immigration familiale qui est assez largement encadrée par des traités internationaux et par le droit de l'Union. C'est aussi l'asile, on y reviendra. Et il y a une part de cette immigration qui relève du choix, on va dire, politique des gouvernements pour notamment faire face aux difficultés démographiques et permettre le renouvellement de la population active. Donc cette dynamique, elle est forte. Un zoom rapide sur la situation française. De ce point de vue-là aussi, la dynamique est attestée. L'an dernier, la France a accordé un peu plus de 323 000 premiers titres de séjour en métropole, donc c'est une année record. La précédente année record était celle d'avant, 2022. Donc vous voyez que les motifs d'octroi des premiers titres de séjour ont un peu bougé, c'est-à-dire que depuis 2022, les motifs étudiants sont passés devant les motifs familiaux, mais en cumulé sur 10 ans, c'est bien l'immigration pour motif familial qui constitue cette majorité relative. Et puis, par ailleurs, il y a aussi cette idée que l'immigration de travail en France, en tout cas, reste aujourd'hui une part relativement faible dans les premiers titres de séjour. Les titres pour motif économique que vous voyez ici, donc salariés, indépendants, ont représenté 17% du total l'an dernier. Record l'an dernier, mais en fait, la hausse ne date pas de l'an dernier. On a une accélération de l'immigration vers l'Europe et vers la France qui est engagée au moins depuis la fin des années 90. Vous voyez, le nombre annuel de premiers titres de séjour qu'on a accordé l'an dernier, 323 000, il était supérieur de 172% à celui qu'on octroyait en 97. Donc voilà, c'est une dynamique assez forte. Évidemment, il est important de préciser que tous les immigrés qui reçoivent un premier titre de séjour ne restent pas définitivement en France. C'est notamment vrai des bénéficiaires de motifs étudiants. Il y en a plus de la moitié qui repartent. Néanmoins, le solde migratoire des immigrés est très positif. L'INSEE nous dit en moyenne que sur les 15 dernières années, pour un immigré qui quitte le territoire national, il y a environ 4 immigrés qui entrent. Et le ministère de l'Intérieur, qui suit les cohortes de titulaires de primo titre de séjour, nous apprend que parmi les étrangers qui ont obtenu un premier titre de séjour en 2018, aujourd'hui, il y en a 84% dans la cohorte qui suivent qui souhaitent s'installer définitivement en France. Les premiers titres de séjour sont ceux-ci. Deuxième grande dynamique, et qui là a vraiment une dimension européenne essentielle, c'est celle de l'asile. Le nombre annuel de premières demandes d'asile enregistrées dans les États membres de l'Union européenne a été multiplié par 3 en 10 ans. On est repassé l'an dernier au-dessus de la barre du million de premières demandes d'asile qu'on avait seulement franchi jusqu'à présent lors de la crise migratoire de 2015-2016. En cumulé sur cette période de 11 ans, 2013-2023, l'Union européenne a reçu 8 millions de premières demandes d'asile. Alors, il faut prendre la mesure de ce que ça implique sur la cohésion sociale des pays d'origine, sur le degré de confiance aussi des populations dans le projet européen à gérer cette réalité qui est aussi une réalité démographique. C'est-à-dire que, vous voyez, 8 millions de personnes, c'est un peu comme si l'Union européenne avait admis un 15e État membre dont la population serait comprise juste après celle de l'Autriche et juste avant celle de la Bulgarie. Il est important de préciser que tous les demandeurs d'asile ne restent pas en Europe. Néanmoins, même pour ceux d'entre eux dont la demande est rejetée, il y a des difficultés d'éloignement qui sont quand même très caractérisées. Pour prendre le cas français, la Cour des comptes nous disait dans un document de travail de 2015, qui date un peu, donc les chiffres ont peut-être évolué, mais comme les tendances de l'asile sont à la hausse et que les éloignements se tassent un peu, on peut présupposer que les grandes masses n'ont pas tellement changé. La Cour des comptes nous disait que 96% des déboutés du droit d'asile restaient sur le territoire national. Et dans le cas français particulier, on a reçu depuis 10 ans 1 million de premières demandes d'asile, sur lesquelles les décisions favorables d'accord de l'asile sont minoritaires, c'est 40% en gros sur les dernières années, 45% l'an dernier. Ces chiffres sont forts, ils sont nombreux, ce qui veut dire que
même s'il y a une question de perception qui existe, une perception subjective de l'enjeu migratoire dans les populations européennes, il y a aussi des éléments objectifs qui attestent d'une situation migratoire qui est assez radicalement inédite en France et en Europe. Et de ce point de vue-là, il y a certains types d'immigration sur lesquels nos régimes démocratiques, nos démocraties libérales, par notamment le jeu des traités et de la jurisprudence, ce sont en quelque sorte défaites des leviers d'action politique. L'exemple type en la matière, c'est vraiment le droit d'asile. Le droit d'asile, donc la convention internationale de base en la matière, c'est la convention de Genève de 51 sur le statut des réfugiés, qui a été étendue dans le temps et dans l'espace par le protocole de New York en 67. Et en fait, l'interprétation des critères d'asile issus de cette convention est devenue de plus en plus large par la jurisprudence. Un exemple que je vous prends ici, c'est celui de l'asile pour risque d'excision, ou de mutilation sexuelle féminine en général. Depuis 2012, le Conseil d'État estime que le simple fait d'appartenir à un groupe ethnique ou à un peuple dans lequel se pratique l'excision ou la mutilation sexuelle féminine vaut appartenance à un groupe social qui risque la persécution au regard des dispositions de la Convention de Genève. Or, les difficultés de cette interprétation elles sont évidentes, c'est-à-dire qu'on a une petite dizaine de pays d'Afrique dans lesquels plus de 90% des femmes, hélas, sont excisées, dont plus de 90% des femmes au Mali, par exemple, qui est un pays francophone, plus de 90% des femmes en Égypte, qui est un pays de 110 millions d'habitants, et tout cela pose pour la France comme pour l'Europe une question réelle de soutenabilité du régime de l'asile. Je passe assez rapidement sur la planche suivante qui vise simplement à étayer un constat assez attesté, qui est que finalement l'immigration génère l'immigration dans le sens où le phénomène des diasporas crée aussi un élément d'attractivité pour des populations issues de pays dont les ressortissants sont déjà assez largement présents en France. De ce point de vue-là, la sédentarisation d'un ensemble de populations immigrées en France et leur intégration dans une très large mesure crée aussi des éléments d'attractivité. Je passe là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que notamment, vous savez, on a beaucoup parlé dans le pacte immigration-asile de la question de la relocalisation des demandeurs d'asile, avec cette idée, et c'est ce qui va me permettre d'en venir à la question des frontières européennes, que pour soulager les pays de première arrivée, les pays qui sont directement sur les frontières extérieures, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, de plus en plus avec les Canaries, on allait finalement dispatcher les demandeurs d'asile dans différents pays de l'Union, y compris des pays dont les gouvernements a priori n'en veulent pas, typiquement en Europe de l'Est. Là, le pacte qui a été adopté leur permettra d'opter pour une contribution financière à la place de l'accueil. Mais en vérité, ça me semble assez illusoire dans la mesure où lorsqu'on quitte un pays d'Afrique francophone pour venir en France, enfin pour venir en Europe, là-dessus, c'est souvent pour venir en France, ou alors pour les pays d'autres zones culturelles. Il y a aussi un enjeu d'attractivité très fort de la Grande-Bretagne qui implique de passer par l'Union européenne. Donc cette idée de penser qu'on va pouvoir relocaliser des demandeurs d'asile en Pologne et en Hongrie sans leur demander leur avis, et par ailleurs contre la volonté des gouvernements locaux, mais ça c'est un autre sujet, ça me semble quand même un peu illusoire. Assez vite sur les frontières européennes pour laisser la parole au reste du panel. La situation migratoire, elle est assez largement documentée, notamment par le travail de l'agence Frontex, dont le rôle est d'épauler les États membres dans la gestion des frontières extérieures de l'Union, c'est-à-dire non pas les frontières intérieures entre deux États membres de l'Union, mais les frontières entre l'UE et le reste du monde. De ce point de vue-là, l'année 2023 a marqué un plus haut dans les tentatives de traversée irrégulière depuis la crise migratoire de 2015-2016, 380 000 traversées irrégulières. Si on regarde maintenant dans le détail des routes migratoires, là, la carte que vous voyez ici représente les évolutions entre les 2 premiers mois de l'année 2024 et ceux de l'année 2023. Et on se rend compte qu'il y a des routes migratoires qui sont en très forte croissance. Je pense notamment à la route d'Afrique de l'Ouest, plus 541% de traversées irrégulières par rapport aux 2 premiers mois de 2023. Souvent des migrants qui passent par la Mauritanie, qui arrivent aux Canaries. Également une poussée en Méditerranée orientale, plus 117%. Et l'inverse, d'autres routes qui se tassent un peu, typiquement la route de Méditerranée centrale qui arrive vers l'Italie. Cette situation aux frontières européennes, elle est d'autant plus complexe que dans le cadre actuel du droit de l'Union, une fois passées les frontières extérieures, on peut assez facilement circuler dans l'Union européenne. La France, d'abord en raison du risque terroriste, c'est-à-dire que ça a été mis en place à l'automne 2015, puis ensuite en raison de la pression migratoire, a rétabli les contrôles aux frontières intérieures à titre temporaire depuis novembre 2015, comme l'ont fait 5 à 6 autres États de l'Union européenne. Ces contrôles aux frontières intérieures, vous savez, on en parle beaucoup, notamment sur la frontière de Menton, la frontière entre l'Italie et la France, puisque
notamment pour l'arrivée par la route de Méditerranée centrale. Quand on remonte la botte italienne, souvent on arrive à la frontière des Alpes-Maritimes. Là aussi, nos démocraties libérales sont en quelque sorte privées des marges de manœuvre politique. Là-dessus, par exemple, la Cour de justice de l'Union européenne a établi en septembre que les dispositifs de refus d'entrée à la frontière française, tels que l'a pratiqué les policiers de la PAF depuis quelques années maintenant, étaient contraires aux droits de l'Union et notamment à la directive retour. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Ça implique que le Conseil d'État en février a dit, et a été obligé de le dire, effectivement, on applique le droit de l'Union, ça n'est pas possible. Les entrées, plutôt les reconduites à la frontière de Menton ont été divisées par 4 entre début février 2024 et début mars 2024, c'est-à-dire à partir du moment où on a cessé d'avoir ce dispositif de refus d'entrée facile. Voilà, il faut comprendre que nos administrations et nos politiques naviguent quand même dans un cadre qui est très contraint. Peut-être pour dire 2 mots de prospective, il y a un enjeu géopolitique, évidemment, il y a des enjeux géopolitiques liés au phénomène migratoire, spécialement aux frontières de l'Union. Il y en a plusieurs, alors là, quelques illustrations. On a beaucoup parlé de la bande sahélienne, qui est assez largement francophone, avec une forte dynamique démographique et un retard de développement prononcé. Les régimes hostiles qui sont installés dans cette bande sahélienne depuis 2 à 3 ans sont évidemment pas les plus propices, a priori, à instaurer une coopération migratoire efficace, notamment dans la lutte contre l'immigration illégale. Il y a un risque majeur sur l'Algérie, dont on parle peut-être trop peu, une société algérienne que décrit notamment l'ambassadeur Driancourt, qui est finalement toujours un peu à la limite de l'implosion. On sait que depuis le Hijrak, le régime algérien est quand même relativement fragilisé. Il tient, mais s'il s'écroule, la logique de diaspora que j'évoquais est telle que la perspective migratoire qui s'annonce pour la France va impliquer une gestion politique un peu complexe. Et enfin, dernier point, la question de la déstabilisation russe. Alors, vous aviez peut-être vu il y a 2 ans la question des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, et qui en l'occurrence n'étaient pas des migrants biélorusses, mais il est clair qu'il y a un certain nombre de puissances hostiles à l'Union européenne qui instrumentalisent en quelque sorte cette question migratoire pour accentuer les contradictions qui peuvent exister entre les États membres. Et de ce point de vue-là, les toutes prochaines étapes de la vie de l'Union ne vont pas forcément nous faciliter les choses. Typiquement les élargissements. Là, vous avez une série de pays qui ont un statut officiel de candidat, l'Albanie, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Bosnie-Herzégovine. Au-delà du fait que ces pays sont aujourd'hui des lieux de départ vers l'Union européenne, demain ces flux seront internalisés puisque ce seront des États membres de l'Union, le fait d'élargir l'Union, ça revient aussi à repousser la frontière extérieure et à la rapprocher potentiellement des pays de départ et de transit. C'est-à-dire que une Géorgie membre de l'Union européenne, ça place la frontière de l'Union européenne beaucoup plus proche de la zone irako-syrienne, par exemple. Une Bosnie-Herzégovine et une Albanie membres de l'Union européenne, ça implique aussi de rapprocher l'Union européenne sur ce qu'on appelle la route des Balkans, qui est aujourd'hui assez largement empruntée par des migrants. Pour conclure, parce que je vois que mon temps est passé, je ne voudrais pas mordre sur le reste du panel, je suis bien conscient dans cette intervention d'avoir insisté sur les difficultés qui se posent, mais ces difficultés, moi je pense que nos démocraties libérales sont en mesure de les traiter. Pour qu'elles soient en mesure de les traiter, il va sans doute falloir que les politiques reprennent un peu de marge de manœuvre en la matière et qu'on replace la question de l'immigration dans le champ de la délibération démocratique classique, ce qui est à la fois un gage de cohésion sociale. On sait à quel point nos sociétés sont traversées par des fractures identitaires et des angoisses très profondes sur ces sujets, et qui sont en même temps demain un gage d'efficacité dans la gestion de phénomènes qui ne relèvent pas de l'avenir, mais qui sont déjà devant nous. Merci beaucoup. Alors, merci Nicolas pour cette intervention. Je voudrais, avant de donner la parole à Patrick Weil, sur, on va dire, la place de l'immigration dans la société française depuis plusieurs années, et qui complétera bien, je voudrais, dans l'état des lieux, puisqu'on a évoqué l'Europe, quelques mots de Gilbert Flamme sur le pacte de l'immigration et d'asile, le pacte européen, de manière à avoir tous les éléments européens avant de faire un focus sur la société française, qui sera, lui, un peu plus étayé par Patrick Weil. Voilà, merci. Oui, merci, ça va être très court. Le texte qui s'appelle Pacte sur la migration et l'asile, donc un texte communautaire, a été adopté il y a très très peu de temps, je crois que c'était au mois dernier.
en fait, le pacte en question, c'est un ensemble de 10 textes qui sur le plan juridique ne sont pas des directives mais des règlements. C'est-à-dire que la volonté de l'Union européenne, à la demande du Conseil, mais aussi, enfin de la Commission, pardon, mais aussi du Conseil et des parlementaires, c'était de faire en sorte que il n'y ait pas de politique migratoire au niveau européen distincte selon les États membres pour ne pas introduire de concurrence entre les États. Donc sous la forme de règlements qui sont d'application directe dans l'ensemble des États membres de l'Union. Pour être vraiment très très bref, il y a quelques points forts de ce pacte qui sont à relever et qui produisent ou qui vont produire des conséquences à la fois dans les États membres, mais en termes sans doute de gestion de ces flux migratoires et en termes politiques. Il y a, parce que si on prend un peu de recul par rapport au pacte, et je serais très heureux d'avoir l'avis de Patrick Weil et de Smaïn Lacher là-dessus, je pense que c'est quand même la volonté manifestée au niveau européen de limiter l'accès des migrants, des immigrants au territoire européen. D'abord, il y a la mise en place d'un contrôle aux frontières qui est, enfin, deux contrôles, je dis ça au pluriel, qui sont renforcés avec une procédure de filtrage obligatoire et préalable à toute entrée sur le territoire de l'Union. Quand on lit ça ou quand on entend ça, on voit bien que ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus que ça n'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a eu des accords avec un certain nombre d'États, avec la Turquie, et récemment avec la Tunisie et l'Égypte, des dispositifs de rétention, et même certains parlementaires sont allés jusqu'à dire de détention des étrangers à l'extérieur de l'Union européenne. Vous avez vu, vous savez que l'Italie a pris des contacts un peu sur le modèle de l'Angleterre avec le Rwanda, a pris des contacts avec l'Albanie, et je pense que il y a eu d'autres exemples qui seront certainement rappelés par d'autres États membres de l'Union. Donc une procédure de filtrage qui, dans les 5 jours, doit déterminer si la personne qui fait l'objet du contrôle doit repartir dans son pays ou dans un pays tiers pays sûr, ou doit faire l'objet d'un examen de sa demande d'asile. Les examens en question, c'est des contrôles de santé, c'est des contrôles de sécurité, c'est-à-dire que les services de renseignement seront mis à contribution pour s'assurer que il n'y ait pas de djihadistes qui passent par là. En général, l'expérience nous a montré que cela était en règle et passait assez facilement les frontières, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et donc c'est prévu un relevé, et ça c'est assez important pour le noter, c'est que il y a un relevé qui est déjà fait, mais des empreintes digitales dans la base de données Eurodac, qui va être élargie aux enfants dès l'âge de 6 ans. Et il y a enfin, et je termine sur cet aspect de contrôle, un critère qui est retenu, enfin qui figure dans les textes, qui est celui d'un pays sûr. Si par exemple une personne est passée par un pays considéré par l'Union européenne comme un pays sûr, il n'y a pas de définition donnée au pays sûr en question, dans lequel il aurait pu faire une demande, déposer une demande d'asile, eh bien il est automatiquement considéré comme devant retourner d'où il vient. Voilà, donc là il y aura sur la mise en œuvre de ces contrôles aux frontières un certain nombre de problématiques qui seront vraisemblablement à voir, à examiner de près et à discuter. Et puis, et ça, il n'y a pas de plus de précision à apporter à cette exigence posée par le texte. La mise en place d'un mécanisme indépendant de contrôle du respect des droits de l'homme pendant ces procédures de filtrage. Donc là, on sera, là aussi, je pense que nous aurons
à avoir un œil très attentif sur la façon dont ce mécanisme indépendant sera mis en place. Le deuxième point, et j'en terminerai là-dessus, c'est le fameux mécanisme de solidarité. Je crois que vous l'avez évoqué rapidement, mais le mécanisme de solidarité entre les États membres. Bon, en gros, on est parti d'un constat, c'est que il y avait entre le fantasme de l'Europe passoire et de l'invasion, pour ne pas employer d'autres termes trop connotés, et puis la réalité vécue par un certain nombre de pays qui sont des pays de première ligne, c'est-à-dire les pays qui bordent notamment la Méditerranée, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, on a Chypre et Malte également qui sont concernés. Il était clair que le poids de l'immigration irrégulière pesait pas prioritairement sur ces pays et que il y avait de leur côté une demande de solidarité financière, humaine, etc., qui était exprimée, qui a été entendue et qui était entendable. Donc ce mécanisme Dublin 3, il a été remplacé par un nouveau mécanisme de solidarité. On verra comment il fonctionnera. Vous avez considéré qu'il pouvait y avoir un certain nombre d'interrogations sur la réalité de sa mise en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que le texte prévoit, enfin en tout cas la Commission prévoit une relocalisation de 30 000 demandeurs d'asile à mettre en regard avec les 490 000 demandes acceptées en 2023. Ça fait donc très très peu de relocalisation. Et surtout, ça prévoit que si ce mécanisme de relocalisation ne veut pas être effectué, à ce moment-là, je crois que c'est 20 000 euros. Les États qui seront désignés comme lieu de relocalisation et qui ne voudront pas accueillir ces relocalisés, eh bien ils devront payer par demandeur d'asile non relocalisé 20 000 euros à l'État dans lequel qui a été le premier à accueillir et qui doit examiner théoriquement la demande d'asile. Voilà, je voulais insister sur ces deux points parce que il y a eu malgré tout au niveau de l'Union européenne, c'était très compliqué d'arriver à avoir un texte, une succession de textes et un dispositif qui se mettent en place. Il y a eu un début de commencement de tentative de réponse politique coordonnée qui tiennent compte à la fois de l'évolution des flux migratoires en direction de l'Europe et de la réalité de leur traitement, ou plutôt la multiplicité des modalités de traitement de ces populations. À titre personnel, j'avais vu ce qui se faisait en Italie. C'est vrai que c'était un peu, je dirais pas n'importe quoi, mais les personnes qui étaient accueillies sur le sol italien, en Sicile, dans d'autres endroits, étaient effectivement accueillies, soignées. On relevait leurs empreintes digitales dans Eurodac, ça c'est clair. Et puis après, les portes étaient ouvertes et la pression migratoire ne pesait pas sur ces centres d'accueil, rétention italiens, puisqu'ils se vidaient régulièrement. Merci pour ces éclairages, Gilbert. Alors, avant de donner, j'aurais une petite question pour introduire l'exposé de Patrick Weil, parce que Patrick Weil a non seulement travaillé sur l'immigration, mais il a aussi souvent articulé une réflexion sur la société française entre l'immigration et la citoyenneté, par exemple. C'est des choses qu'il a. Donc moi, j'avais hors de ce qui vient de nous dire à la fois Gilbert sur ce pacte et aussi les éléments qu'a montré Nicolas, où au fond l'immigration qu'il a depuis son observatoire est une immigration, j'allais dire, finalement assez classique dans une société ouverte, dans un continent ouvert. Alors, Patrick Weil, fort des connaissances qui sont les siennes, comment il explique le fait qu'il y ait ce fantasme, par exemple, d'une Europe passoire, et il y ait aussi ce discours qui est repris par un certain nombre de partis populistes, comme quoi la France n'est plus aujourd'hui en mesure
d'assimiler ou d'intégrer les populations d'origine étrangère. Ça, c'est le préalable avant, et après il reprendra le fil de son exposé. Je lui donne la parole. Non, ça marche, là? Oui, c'est bon. Merci beaucoup de votre invitation. Je veux bien, je vais répondre à votre question, mais je ne peux pas ne pas laisser, je peux pas ne pas répondre d'abord à au premier exposé qui vous a été présenté comme technique et qui est en fait très, il y a pas de c'est une technique très politique. Car la façon dont les chiffres ont été introduits et annonçant, enfin, donnant le sentiment que voilà, l'Europe faisait face à des migrations de plus en plus fortes, à des risques de plus en plus élevés de par laissez-moi, si vous me permettez, j'ai la parole. Bien. Bon, donc, une natalité de plus en plus forte en Afrique, la Cour de justice de l'Union européenne freinant les politiques nationales de reconduite aux frontières, et à la fin de votre intervention, un appel à la reprise par le peuple du contrôle de la politique d'immigration, ce qui laisse venir une musique que nous avons entendue récemment, une demande de référendum, de sortie de l'Union européenne dans les matières d'immigration. Donc c'est quelque chose de très politique. Et je vais vous montrer pourquoi, parce que il se trouve que j'ai été pendant 6 ans, quand j'étais membre du Haut Conseil d'intégration, responsable des statistiques de l'immigration. Donc, coordonnant les productions des différents ministères, j'étais chargé de publier les statistiques officielles qui, depuis, ont été récupérées par le gouvernement. J'ai assisté à des transformations de la production des chiffres. Par exemple, jusqu'en 2007, les étudiants ne faisaient pas partie des chiffres qui étaient annoncés, que vous les avez inclus, et vous l'avez fait à juste raison. Aujourd'hui, ils sont inclus dans les chiffres officiels. Ils ne l'étaient pas avant 2007, ce qui fait qu'au lieu d'annoncer 300 000, on aurait annoncé 220, on en aurait enlevé 80 000. Et je vous signale que on doit quand même, dans un monde où il y a d'autres continents, notamment le continent américain, qui est un continent d'immigration, ni les Américains, ni les Canadiens ne comptent les étudiants comme immigrants. Et j'ajoute que lorsqu'ils font les distinctions parmi les immigrants, entre ceux qui sont immigrants de travail, réfugiés ou familles, ils agrègent les familles de travailleurs à la catégorie travailleurs, les familles de réfugiés à la catégorie réfugiés, et ceux qui n'ont pas, et seules les familles qui arrivent sans lien avec d'autres catégories sont comptées à part. Ce qui fait que, du point de vue de la perception par les Américains ou par les Canadiens, qui, je vous le signale, du point de vue du taux d'immigration eu égard à la population, le Canada a un chiffre bien plus élevé que celui de l'Europe, et on ne dit pas qu'on ajoute une nouvelle province canadienne à chaque fois que on fait ce que vous avez fait comme commentaire. Donc je vous dis, ça c'est un premier point qui n'est pas d'ailleurs qui n'est pas une remarque à titre personnel, que la façon dont l'Europe a décidé de compter l'immigration et la façon dont elle annonce l'immigration aux citoyens de l'Europe contribue à l'anxiété, parce que on a mis les étudiants, dont une grande majorité repartent, et on a mis tout ce qu'on pouvait mettre dans les familles, on l'a mis dans la catégorie famille, et on ne l'a pas associé soit au travail, soit au refuge politique. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Et c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce que vous avez dit. Maintenant, si on regarde les différences entre eux. Les chiffres de l'INSEE sont beaucoup plus
fiable que toutes ces productions sur les titres de séjour dont il serait difficile de vérifier, puisqu'on ne compte pas dans les titres de séjour. Malheureusement, on n'a pas les départs. On essaie de les compter, mais on ne les a pas. Bon. En revanche, quand l'INSEE fait un recensement, évidemment, là, il y a quelque chose qui est stabilisé. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est ce tableau-là où on voit qu'il y a un moment de montée forte de la population immigrée en France à partir de 2000, de l'année 2000. Et l'explication est difficile à produire, mais ce qui est clair, et ça c'est très fondamental, c'est qu'aucun des partis au pouvoir, depuis l'an 2000, n'ont annoncé aux Français qu'ils voulaient accueillir plus d'immigrés. La différence entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne a accueilli beaucoup plus de réfugiés notamment, mais ça a été annoncé. Madame Merkel a dit, nous avons décidé d'ouvrir l'accueil aux réfugiés de Syrie, et les communes, les provinces, les États, les Länder se sont organisés pour l'accueil. Nous avons une augmentation de la population sans organisation de rien du tout. Et qu'on n'a jamais voulu assumer la crise démographique de ce point de vue, alors que l'Allemagne l'avait assumé. Non. Ça va être un autre niveau. Si vous avez une augmentation comme on la voit là, c'est-à-dire qu'on passe de 7% à 10,5%, une augmentation de quasiment 50% de la population immigrée. Ça veut dire qu'il y a certains villes ou quartiers de France où c'est pas 50, c'est 100, c'est 150, c'est 200, sans aucune préparation, sans aucun moyen supplémentaire, sans aucun production d'aide à l'apprentissage de la langue, d'accueil dans l'école, d'accueil dans les services sociaux, etc. Comment ne pas imaginer qu'il n'y a pas de réaction politique de la part d'une partie de la population? Donc ça, c'est un point très important que je voudrais d'abord signaler. C'est qu'il y a une augmentation importante de la population immigrée depuis 2000, qui n'a pas une explication extrêmement précise. Les chercheurs qui sont censés travailler là-dessus n'ont rien produit, et qui n'a en tout cas pas été préparé. Alors vous avez, depuis, évidemment, vous avez des réactions politiques. Et le projet de loi qui a été discuté récemment, alors parlons de l'Europe. L'Europe fixe un cadre. Je pense que le cadre nouveau qui a été adopté, qui est en cours d'adoption, bon, c'est une sorte de containment, pour employer un mot anglais. On essaye de freiner l'arrivée. On n'est pas exactement sûr que ça marchera, mais ça laisse toute la place, énormément de possibilités et de place aux politiques nationales. Ça n'empêche absolument. Ce que je trouve positif, c'est que ça inscrit une coopération plus active, notamment avec les pays d'arrivée qui étaient annoncés mais qui ne se produisaient jamais. Ça prévoit des mécanismes dont je ne suis pas sûr qu'ils marcheront, mais en tout cas il y a des mécanismes. Mais si l'on en revient à la France, et je voudrais dire un mot sur la France, je suis frappé de voir que sur le sujet de l'immigration, vous avez, c'est devenu le sujet est devenu l'identité d'un certain nombre de forces politiques. C'est l'identité du Rassemblement national et de l'extrême droite, c'est l'identité de l'extrême gauche également, avec la vision opposée, c'est-à-dire pas besoin de mettre des contrôles aux frontières, rien ne se produira, laissons passer tout le monde, il y a trop de morts dans la Méditerranée, et de l'autre côté, arrêtons tout, sortons de l'Union européenne, parce qu'il faut absolument arrêter l'immigration. Alors, si l'on essaye de regarder les choses d'un point de vue pragmatique, moi je suis frappé de voir l'incapacité, et je l'ai vu dans le dernier projet de loi, qui est un projet de loi tout à fait mineur, et qui a eu, du point de vue des changements de la législation, mais qui a eu comme effet d'armer de colère les forces de la gauche et de la droite ou de l'extrême droite. D'abord la gauche, parce que le Rassemblement national votait le projet de loi,
et ensuite la droite et l'extrême droite, parce que le Conseil constitutionnel a annulé les 3/4 du projet de loi, et a désarmé, je dirais, l'état de droit, parce que le Conseil constitutionnel a joué un rôle qui n'est pas agréable et bon, d'annuler 2/3 d'une loi comme ça, voilà, et donc, ça a divisé la majorité présidentielle, donc tout ça pour un petit projet de loi qui n'aura aucun impact sur les flux, alors que je voudrais en quelques mots vous dire comment il me semble que on peut, y compris sur le sujet de l'immigration, unir les Français. Il se trouve que je passe maintenant une partie de mon temps à Nice. Je dirais à Nice, l'aile gauche de la ville, c'est le maire. Bon. Monsieur Estrosi, c'est la gauche de la ville. Bon. Mais je vois à Nice, par exemple, quelque chose de très intéressant. Monsieur Zemmour est venu souvent et il a dîné il y a 2 ans avec des personnalités locales que il se trouve que je connais. Et il leur dit, mais pourquoi vous recrutez des immigrés irréguliers d'Afrique dans leur restaurant, dans leur hôtel, ses propres amis à lui qu'il avait réunis? Et ça, c'est quand même intéressant. Il l'admettait. Et d'ailleurs, c'était admis par l'un des amendements du Rassemblement national dans le projet de loi immigration qui a proposé qu'on exempte du contrôle du ministère du Travail les chefs d'entreprise de moins de 11 salariés. Pourquoi? Parce que c'était ceux-là même qui appellent à la révision de la Constitution, etc., qui, en fait, disent à leurs cuisiniers d'Afrique, t'as pas un cousin au village? Si tu te débrouilles pour le faire venir, je m'occupe de tout le reste. Et c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je connais le président de l'association des commerçants d'une partie de Nice. Est-ce que vous êtes en contact avec les étudiants de la faculté? Parce que faire des extras le soir dans un restaurant ou des veilleurs de nuit dans un hôtel, les étudiants français, c'est leur proposer. Ben non. Il n'y a pas eu rien n'est organisé, ni par la ville, ni par le département. Si l'un d'entre eux a envie de recruter un jeune ou un moins jeune, qui est au chômage ou au RSA, immédiatement, soit il y a une paperasse absolument épouvantable, soit cette personne perd le chômage ou perd sa part de RSA, ce qui fait qu'il n'a pas intérêt à prendre ses emplois. Nous sommes ici à Reims. Moi, j'ai eu le témoignage d'un député dans le Champagne. Alors, dans le Champagne, vous avez 2 problèmes. Vous avez ce problème-là. Vous pouvez pas recruter facilement quelqu'un qui a le RSA pour les 3 semaines ou le mois des vendanges. Et puis, l'année universitaire commence beaucoup plus tôt. Donc, les étudiants ne peuvent plus faire les vendanges dans le Bordelais, dans le Champagne, etc. Parce qu'avant, l'année commençait le 15 octobre et on pouvait faire les vendanges avant. Et maintenant, on commence le début septembre, on ne peut plus faire les vendanges. Donc, tout ça, les métiers, l'immigration irrégulière est souvent saisonnière, dans l'agriculture, dans le BTP, dans la restauration et l'hôtellerie, et rien n'est fait, je le dis franchement. Ça fait des dizaines d'années que c'est le même problème et le même sujet, et rien n'a été fait par aucun gouvernement pour prendre le sujet département par département, marché local de l'emploi par marché local de l'emploi, pour faire vraiment de ce sujet une priorité. Et le fait d'avoir mis tous les services de l'immigration au ministère de l'Intérieur, qui n'est absolument pas compétent pour gérer l'emploi, contribue à cette... Alors, quand vous dites ça, quand je dis ce que je viens de dire, devant un public niçois, dont je vous dis l'aile gauche est représentée par monsieur Estrosi, tout le monde est d'accord. Les gens sont d'accord. Les gens ont du bon sens. Ils disent, oui, c'est pas normal, on met pas en contact la fac avec les commerçants. Et pourtant, on ne le fait pas. Et une fois qu'on aurait fait ça, qu'on aurait assoupli les modalités d'accès des RSA, des employés, et que si on dit, on continue d'avoir des besoins, alors là, les gens seraient beaucoup plus, oui, on a tout essayé, on a vu concrètement, et il faut ouvrir, il faut organiser. Et alors, c'est le deuxième point sur lequel je voudrais insister. La gauche a présenté un amendement, mais qui a été soulevé une mobilisation de mois et de mois de négociations. C'était pourquoi
pour la régularisation dans les métiers en tension. C'est d'une absurdité totale. D'abord, la régularisation est toujours permise, il n'y a pas besoin de le mettre dans la loi, c'est prévu par la jurisprudence du Conseil d'État, le gouvernement a toujours le droit de régulariser. Et deuxièmement, la régularisation, c'est un signal de l'échec d'une politique d'immigration, puisque c'est des étrangers en situation irrégulière qui sont par définition régularisés. Donc, au lieu de dire on va organiser la migration légale, rouvrir peut-être des lieux, parce que la conséquence d'un problème démographique, c'est que à ce moment-là, il faut ouvrir des bureaux de recrutement. Il ne faut pas dire tous ceux qui veulent venir viennent et puis on régularisera, etc. Non, il y a des bureaux de recrutement à peut-être rouvrir dans certains consulats, dans certaines ambassades, là où d'où on souhaite venir recruter des nouveaux migrants en fonction des besoins qui auront été détectés une fois que le marché du travail. Donc vous voyez, tout ça, on n'a pas discuté dans les débats récents. Ça n'a jamais été l'objet des discussions parlementaires qui se sont focalisées sur des choses qui n'avaient quasiment aucun impact sur la réorganisation de la politique migratoire. Et c'est ça que je voudrais alors dire en conclusion peut-être de mon intervention, c'est que je pense qu'on est arrivé à la fin. Je sais pas si on est arrivé à la fin d'un cycle. En 74, la France a suspendu toute l'immigration, puis a rouvert l'immigration familiale. L'immigration de travail a été rouverte discrètement à partir de 2000-2001, mais jamais, aucun responsable politique n'a dit bon ben voilà, on rentre dans une nouvelle phase, il faut réorganiser la politique d'immigration de façon qu'on fasse venir, après avoir étudié le marché du travail, il va falloir réouvrir le recrutement organisé plutôt que de faire des régularisations. Mais ça, à ce moment-là, je conclus sur la question que vous m'avez posée. Est-ce qu'il n'y a pas une réserve de la population française par rapport à l'intégration, etc. Bon. Alors, c'est un sujet qui mériterait tout un colloque. Bon. Pourquoi il y a eu une relative crise de l'intégration? Mais, je le disais dans une interview que j'ai faite à Libération sur le pacte migratoire récemment, rien que dans le cadre de la politique d'immigration, il y a quelque chose que les Américains ont très bien défini dans les années 60. Ils ont dit, pour faciliter l'intégration, il vaut mieux une diversité des origines des immigrés. Et donc, ils ont créé, avec leur système de quotas, qui est une catastrophe du point de vue du contrôle migratoire, un quota diversité dont les Français peuvent être les bénéficiaires. Vous savez qu'il y a cette fameuse loterie, c'est la loterie. Et qui est dans la loterie? Les pays qui ont très peu de compatriotes dans l'immigration familiale, l'asile, etc. Là aussi, je n'ai jamais entendu personne me dire on pourrait faire ça. C'est-à-dire dire on va créer de la diversité dans l'origine des migrants de façon à faciliter l'intégration. Parce que quand vous avez 5 langues, ou 10 langues, ou 20 langues étrangères dans une salle de classe, la langue commune est le français. Quand vous en avez 2, le français et une autre, à ce moment-là, il y a une vraie compétition entre les 2 langues. Et donc, vous voyez que, voilà, je veux pas, sinon c'est un autre débat, parler de l'intégration, etc., de la laïcité, tout ce qu'on peut relier à tout ça, mais je pense que rien que dans le cadre de la politique d'immigration, il y a des choses meilleures à faire. Merci. Alors, 2 petites choses. D'abord, il se trouve que Catherine Vitol de Vendel est arrivée, donc je lui souhaite la bienvenue. Elle va pouvoir venir nous rejoindre sur l'estrade. Je voulais juste en écho de ce qu'a dit Patrick Weil poser, et puis je vais donner la parole après à Nicolas puisqu'il a été
un peu égratigné sur sa méthode, qui puisse avoir la parole et se défendre. Mais préalablement, je voulais poser la question à Patrick Weil comme petit élément en complément de ce qu'il vient de dire, c'est qu'au fond, quand on entend l'exposé qu'avait fait Gilbert tout à l'heure de ce pacte européen, on voit bien qu'on est au cœur du questionnement entre une immigration voulue et une immigration choisie, où finalement il y aurait une immigration, j'allais dire, qualitative ou qui pourrait répondre à des besoins économiques. Et quand vous avez dit, en fait, on a une immigration, mais il n'y a pas eu de politique, on n'a pas accompagné depuis des années la plupart des cadres politiques, est-ce que ça veut dire que vous vous inscrivez ou pas, c'est pour ça que je vous pose la question, Patrick Weil, dans cette opposition qu'on fait sur les natures des immigrations? Non, je n'en fais aucune, parce que il y a toujours eu une sorte d'addition entre les migrants qu'on va chercher et puis ceux qui viennent, parce que des Français se choisissent des conjoints et c'est pas l'État qui va définir qui va être leur conjoint, quand même. Parce que quand on parle de l'immigration de famille, c'est en grande majorité des conjoints de Français. Donc c'est des choix de Français de se marier. On va pas commencer à contrôler le choix. Donc vous avez ça. Et il y a une chose que je n'ai pas eu le temps de dire. Quand on donne des chiffres sur les arrivées, on ne donne pas le chiffre le plus important sur les arrivées. Nous avons plus de 100 millions d'entrées en France de touristes. 100 millions. C'est sur ces 100 millions qu'il faut que la police doit exercer ses contrôles pour éviter l'arrivée d'étrangers en situation irrégulière. Donc, mais les mêmes commerçants de Nice qui sont contre ne veulent pas qu'on leur empêche l'arrivée de gens qui vont acheter leur repas au restaurant, qui vont prendre leur chambre d'hôtel, etc. Or, la frontière, c'est la même. Je veux dire, la frontière qui est franchie est commune. Donc, c'est très... Je trouve, vous voyez, que, étant donné qu'on doit gérer l'arrivée et l'accueil de 100 millions de touristes, que il y a évidemment une appétence à la migration. Et quand j'entends, je le dis devant Catherine, je me suis moqué encore une fois de François Gémen qui avait dit dans un interview au Monde, quelqu'un qui a $5 000 en poche et qui est prêt à risquer sa vie franchira toujours une frontière. Mais la plupart des gens, soit ils n'ont pas $5 000 en poche, soit ils sont pas prêts à risquer leur vie. Ce qui veut dire que l'exigence de visa, qui est la politique européenne de base, elle a un énorme impact dissuasif sur la migration. Elle a un énorme impact. On le voit, mais si demain, comme certains collègues peuvent le dire, à mon avis de façon absurde, si demain on disait il n'y a plus besoin de visa pour venir en France, même pourquoi pas de passeport, d'ailleurs plus besoin de passeport, et ils disent il n'y aurait aucun impact, mais c'est absolument absurde. Il y aurait évidemment un énorme impact, par millions. Bon, donc la politique d'exigence, de passeports qui ne sont pas toujours donnés par les pays de départ, ou de visa, ça a des effets extrêmement importants de contrôle des migrations. Et il n'y a pas de corrélation entre la natalité au Niger. La plupart des gens s'ils sont au Niger, ils mourront malheureusement de faim ou de soif, parce qu'ils n'auront même pas du tout la possibilité de même envisager la migration. C'est ça l'enjeu pour nous, de les aider à sortir de la misère, vivre dans des démocraties qui sont pas corrompues, etc. C'est ça le vrai sujet. Bon, mais donc dire que on est une passoire, c'est une honte. On a un énorme impact dissuasif. Mais il y aura toujours une immigration choisie par les citoyens, par les universités, par les entreprises ou par les États. Et puis il y aura aussi des gens qui tenteront leur chance et à qui on la donnera, comme ceux qui demandent l'asile. Avant de donner la parole à Smaïl Lacher et puis à Catherine Mittal-de-Bornel, je voudrais que Nicolas réponde sur la méthodologie qui a été un peu mise en cause par Patrick Weil, sa méthodologie qui serait, de manière un peu provocatrice, une méthodologie orientée. C'est ça que laisser sous-entendre Patrick Weil. Alors, je vais être très rapide, parce que il ne s'agit pas de transformer ce panel en un débat entre moi et M. Weil. Donc, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par M. Weil.
Je relève la tête et je baisse le micro. Ça va comme ça? Super. Et je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites par Monsieur Veil. 3 points rapides. Sur l'immigration étudiante, il me semble avoir pris les précautions méthodologiques nécessaires lors de mon propos. C'est-à-dire qu'effectivement, les titres de séjour pour motif étudiant sont par nature beaucoup plus souvent des titres de passage que des titres qui conduisent ensuite à une installation définitive qui peut notamment se traduire par en matière qui sont celles du ministère de l'Intérieur. Je pense notamment à ce qu'on voit dans l'enquête ELIPA qui ne traite pas des étudiants mais qui explique pourquoi ils n'en traitent pas. ELIPA, c'est l'enquête qui regarde ce que deviennent les primo-arrivants quand on leur donne un titre de séjour d'année en année. On suit une cohorte. L'enquête ELIPA estime qu'on a environ la moitié des étudiants qui sont repris, qui suivent par arriver en France. La question qui se pose ensuite, c'est la part de ceux qui repartent tout court. Alors, souvent on entend que les 2 tiers repartent, c'est vrai, ça fait aussi un tiers qui reste, et ça n'est pas forcément un problème, parce que un profil qui a suivi un cursus universitaire en France, c'est aussi un profil hautement valorisable économiquement. Ça, c'est le premier point. Sur le deuxième point, plus globalement, on va dire le début de procédé sur la présentation biaisée des chiffres, il se trouve que les grandes dynamiques que je... Alors, pour celles qui relèvent du niveau européen, elles sont fondées simplement sur les bases de Stat, qui est la DG statistique de la Commission européenne, qui ne passe pas pour une film de propagande. Les données relatives au premier titre de séjour, effectivement, elles ne viennent pas de l'INSEE, elles viennent du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence du département des statistiques, de l'étude et de la documentation de la DGEF, auprès de laquelle j'avais le plaisir d'intervenir hier. On peut... Moi, j'ai eu le sentiment que le propos de M. Veil était par certains aspects plus politique que le mien, mais j'entends que c'est une perception subjective. Et enfin, troisième point, vous évoquiez à juste titre la nécessaire diversification des origines des immigrants. On sait qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Les 3 premières nationalités bénéficiaires des premiers titres de séjour restent inchangées d'année en année. Maroc, Algérie, Tunisie, avec néanmoins une part plus grande des Marocains depuis 2018, qui sont la première nationalité devant les Algériens. Les Algériens restent les premiers bénéficiaires en stock, néanmoins, les titres de séjour en cours de circulation. Mais en la matière, je reviens quand même au cadre juridique européen contraint, on a un principe juridique surplombant qui est celui de la non-discrimination, qui rendrait, à mon sens, assez difficile des initiatives législatives qui viseraient à finalement instaurer des quotas par nationalité. Ça peut se discuter d'un point de vue juridique, je dis juste que c'est un risque. Voilà. Et je me tais parce que je crois qu'on a un autre panéliste. Sur ce point, il n'y a absolument aucun risque, c'est qu'on a le droit d'ouvrir des bureaux de recrutement. Il n'y a pas besoin de loi. Non mais là encore, vous comptez à l'européenne, si vous deviez compter non mais 17%, si ça passe, je veux dire les régularisations, je veux dire c'est 17%, puis ensuite il y a la famille qui vient, etc. Donc je veux dire que mais il n'empêche que c'est ça dont on parle, c'est-à-dire est-ce qu'on ouvre des bureaux de recrutement dans certains consulats ou dans certaines ambassades? Mais ça, je vois pas en quoi c'est contraire à la directive contre la discrimination, puisque c'est au contraire permet de rééquilibrer des pratiques qui favorisent cette nationalité au détriment d'autres. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on est à la fois au cœur du débat et à la fois on voit que c'est un débat qui a toujours quelque chose d'inflammable entre guillemets dans l'imaginaire collectif, avec des lectures politiques qui peuvent être antagonistes. Alors, Smaïn Lacher, je vais tout de suite vous donner la parole, en vous posant de manière comme élément d'introduction, est-ce qu'il ne vous semblerait pas nécessaire, et là c'est le sociologue que je m'adresse, d'essayer d'avoir une lecture commune, et est-ce que c'est un chemin qu'on pourrait emprunter? Parce qu'on dit bien que les chiffres ne mentent pas. Alors, je sais bien qu'on peut tout faire, dire les chiffres aussi. Donc c'est pour ça que je vous provoque un peu de manière délibérée. Donc là, je suis dans mon rôle de modérateur. Oui, je comprends parfaitement. Alors, comme les hommes politiques, je vais répondre à côté. Comme je pense avoir quelque chose d'aussi important à dire, je vais essayer de le dire en essayant de me frayer un chemin au travers de ce qui s'est dit, qui me paraît tout à fait intéressant. Mais n'ayez crainte, j'essaierai de répondre à votre question à la fin de mon intervention, si tant est que j'arrive à la fin de mon intervention. Alors, je crois que votre colloque vous avez choisi le mot défi
pour parler du fait migratoire, et je parlerai du fait migratoire et non pas de l'immigration au sens où on l'entend traditionnellement. Alors, il est absolument évident, je vais me tenir légèrement à l'écart de ce qui a été dit, donc je ne ferai pas une avalanche de chiffres, mais comme j'ai toujours fait de la sociologie et on m'a toujours dit, mais je retiens cette leçon ô combien magistrale, consistant à savoir ce que l'on fait quand on fait quelque chose et à savoir ce que l'on fait quand on dit quelque chose. Voilà. Donc, il y a un défi politique, ça me semble tout à fait évident. J'entends par défi, d'ailleurs, je voudrais juste vous donner la définition du défi, qui me paraît tout à fait intéressant, c'est d'abord défier. Défier, c'est ne pas se fier à. Et la définition, c'est mettre en demeure quelqu'un de faire quelque chose en laissant entendre qu'on le croit incapable de réussir. Voilà le défi. Alors, défi politique, je l'entends non pas au sens de la cuisine électorale traditionnelle, hein, ni au sens de la cuisine des alliances. J'entends politique deux choses ici, en tout cas pour ce qui nous concerne. Politique au sens d'instance qui produit des normes, des principes et des valeurs, et en ce qui nous concerne, bien évidemment, la figure de l'étranger dans la société, dans une société, et toutes les sociétés ont eu leur figure de l'étranger. Alors, moi, je dirais que l'étranger, au moins, a une fonction absolument fondamentale. Ça peut vous paraître un tout petit peu théorique, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. La figure de l'étranger, c'est tout simplement de dénaturaliser le naturel, c'est-à-dire de rendre infiniment moins naturel ce qui est d'habitude perçu et vécu comme allant de soi. Voilà, ça c'est la figure de l'étranger. Et l'étranger est toujours là pour inciter à une révision de l'ordre des places dans l'ordre national. Et donc défi politique, et c'est là où je voudrais un tout petit peu insister, c'est qu'il n'y a pas seulement un défi politique dont on nous rabâche les oreilles depuis au moins 1945, et particulièrement depuis l'avalanche des lois concernant cet objet à partir de 1980. Il y a un défi politique, c'est évident, je viens de vous le dire, l'étranger est là pour dire que l'ordre des places n'est pas un ordre naturel. Voilà. Le second défi est un immense défi dont on parle très peu souvent et on peut parfaitement le comprendre, c'est le défi scientifique, c'est le défi de la connaissance. Et c'est donc le défi entre, de la relation entre, pour paraphraser Weber, entre le savant et le politique. Au fond, à quoi sert un savant? À quoi servent toutes les thèses que l'on fait, et je vous assure qu'elles sont nombreuses, sur l'immigration. Je tiens tout de suite à dire que je ne confonds pas du tout immigration et immigré. L'immigration est un processus historique et un rapport de domination historique entre nations. Un immigré, c'est autre chose. Un immigré, c'est une condition ontologique, c'est un rapport, c'est une manière d'être dans le monde des autres. Voilà. Donc, je voudrais juste m'attarder un tout petit peu sur ce défi, de connaissance. D'abord, je remarque, à la fois par expérience, mais quasiment à chaque fois que j'assiste à des discussions, à des débats, à des échanges sur cet objet qu'est le fait migratoire, c'est qu'en réalité, on a beaucoup de mal, pour ne pas dire plus, ce qui me permettra de rester gentil, on a du mal à lier, à relier à la fois l'institution et les pratiques. Le plus souvent, on ne parle que des institutions, que de l'État national, que de la production des lois, que
de la production des catégories que de la production des statistiques. Il est très rare de lier et de relier dans le même mouvement dialectique ce que font les institutions et ce qu'elles défendent et ce qu'elles refont et ce que peuvent subir, entre guillemets, ceux qui sont sous la loi de l'institution. Donc, à force de parler de l'État, de ses institutions, des statistiques, etc., en fait, on en oublie tout simplement que ces institutions, que l'État, que la loi, que les experts, que la parole d'experts produit des choses tout à fait concrètes sur les personnes. Et puis, entre nous. En fait, dans les réunions publiques, on entend rarement les gens d'en bas parler. Et c'est pour ça que je dis, comme d'autres l'ont dit avant moi, qu'en réalité, l'immigré au sens ontologique, la personne, est un objet parlé, mais qui ne parle pas, ou qui parle peu, ou qui, depuis peu, parle de plus en plus. Voilà. Ça, c'est pour la réelle difficulté de tenir ensemble, parce que vous voyez bien que là, il s'agit de quoi? C'est tout simplement agi de la production des catégories, en particulier de la production des catégories statistiques, bon, qui sont authentiquement un enjeu de lutte symbolique. C'est catégoriser. Je vous rappelle que ça veut dire accuser, hein, ça veut dire montrer. Bon, et quand on catégorise, et en particulier quand ce sont des experts qui catégorisent, ça produit des effets de réel absolument considérables. Et considérables d'abord sur les personnes elles-mêmes, bon, que l'on n'entend quasiment pas, sauf dans des moments spectaculaires, etc. Donc, il y a la première difficulté, c'est de tenir ensemble dans un même discours, dans un discours de connaissance, et l'institution, et celui qui a un rapport direct avec l'institution, et cette institution qui parle au nom de celui sur lequel elle agit. Alors, ça m'oblige, d'une certaine manière, à dire la chose suivante. En réalité, je vous le dis comme je le pense. Je sais que c'est public, mais je me fous littéralement, mais vraiment littéralement, de savoir s'il faut aimer ou pas les immigrés. Voilà. Non, Spinoza disait, il faut pas rire, il faut pas pleurer, mais il faut comprendre. Et Lévi-Strauss disait, mais magistralement, on n'est pas obligé d'aimer ce qu'on étudie. Bon. Et donc, ce sont tout le temps mes deux postulats premiers. Ce qui me permet d'éviter de raconter des conneries sur cet objet qui parle peu, mais surtout, ça me permet d'évacuer brutalement et avec un grand mépris, comme je vous le dis, misérabilisme et populisme. Bon. Misérabilisme au sens où ces immigrés sont de pauvres êtres. Et le populisme au sens où ces immigrés seraient la richesse de la France, seraient l'avenir de la France. Non. Là-dessus, je rejoins tout à fait Patrick. Le fait migratoire est une donnée historique à laquelle il faut penser comme tel. C'est un fait historique. Et quand on cherche à comprendre ce que font les institutions et ce que font les gens qui subissent les institutions ou qui ont un rapport étroit aux institutions, s'il y a bien une chose qu'il faut impérativement écarter, c'est le populisme et le misérabilisme. Bon. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus pervers, ça c'est les psychanalystes qui le disent et ils ont raison de le dire, il n'y a pas plus pervers que les gens généreux. Bon. Il n'y a pas plus pervers que les gens généreux. Voilà. Alors, donc c'est une donnée historique qu'il faut penser comme telle. C'est une donnée historique qu'il faut penser comme telle, et donc il faut la penser avec les outils appropriés, en ne se demandant pas, dans un premier temps. Bon, s'il faut être pour ou contre, ça, on peut le faire dans un deuxième temps, et il y a des instances pour ça. Il y a des espaces pour ça. Vous avez l'idée, vous avez le Monde, vous avez le Figaro, etc., etc. Donc, vous avez des espaces appropriés pour décliner un point de vue. Et je rappelle la définition minimale du point de vue, c'est tout simplement une vue à partir d'un point. Hein. Voilà.
Donc, autre point qui me paraît très très important, cet objet que l'on dit politique, il est bien entendu politique, au sens où il interroge l'ordre des places dans l'ordre national. Mais il est aussi profondément moral. C'est un objet profondément moral. Et devant cet objet, notre premier mouvement, si je puis dire, est un mouvement moral. Il s'agit d'être pour ou il s'agit d'être contre ces populations. Bon. Et il me semble qu'il y a 3 catégories qui nous empêchent de nous déprendre de cette posture, qui n'est pas simplement une posture morale, qui est aussi une posture très moralisante. Ces 3 catégories sont, de mon point de vue, la catégorie de l'urgence, la catégorie du secours et la catégorie de la domination. Un mot, la catégorie d'urgence, vous voyez bien que tout le temps, il faut avoir une opinion parce que ce qui prend ces populations, c'est l'urgence. Et il est urgent de les défendre. Il est urgent de les secourir. Et la notion de domination fait en sorte ces gens-là sont absolument incapables ou penser, parce qu'ils sont dominés, penser comme incapables d'action, incapables d'agir, et même incapables de se projeter dans l'avenir, que ce soit à court, à moyen ou à long terme. Donc il est impératif de prendre parti. Mais vous faites une expérience extrêmement banale que je fais faire à mes étudiants, et je vous assure, ça marche à tous les coups. Vous me faites 2 pages sur l'immigration et les immigrés, et vous ne parlez jamais d'identité et d'intégration. C'est impossible pour eux. Bon. Il faudrait savoir pour qui c'est possible pour nous. Bon. Enfin, je terminerai parce que je voudrais donner la parole. Le dernier aspect qui me tient particulièrement à cœur, c'est de savoir comment rendre disponible aux politiques la science. Parce que il y a des travaux qui sont des travaux empiriques, des travaux théoriques, des travaux extrêmement sérieux sur ces populations et sur cette pluralité de populations, sur cette pluralité de pratiques, et donc cette pluralité de rapports aux institutions françaises, à l'État français et à la société française. Et bien plus que les savants, ce sont bien entendu les experts qui ont une parole archi dominante et qui s'étalent, mais vraiment sans vergogne, sans précaution méthodologique, sans hésitation. Moi, je trouve absolument extraordinaire qu'on puisse passer de l'avortement à Viry-Châtillon en passant par les visas jusque voilà. Donc ça, je trouve ça absolument extraordinaire de savoir parler de tout, surtout en 3 minutes. Voilà. Et donc, je me disais que, et là, je le dis par expérience, dire aux politiques que les choses sont un peu plus compliquées qu'ils ne pensent. Compliqué, c'est pas au sens où il faut être plus intelligent. Donc, compliqué, c'est au sens très très précis de, on ne sait pas quelle est la variable qui, en dernier lieu, détermine le tout. Bon. C'est en ça que les choses peuvent être compliquées. Et personnellement, à chaque fois que j'ai eu affaire à des politiques, mais extrêmement bienveillants, voulant comprendre, et on s'apercevait, lui et moi très très vite, qu'en réalité, lui était pris dans des contraintes qui n'étaient absolument pas les miennes. Pas simplement des contraintes temporelles, mais aussi des contraintes politiques. Lui a des électeurs, lui a un ministre, lui, etc., etc. Pas moi. Donc, comment faire en sorte que la parole savante, la parole qui a des choses à dire aussi précises que possible, soit crédible aux yeux du politique. Et pourquoi le politique n'est pas obsédé, entre guillemets, par ce que font les scientifiques qui réfléchissent à longueur de journée sur ces questions qui les préoccupent. Vous voyez bien que, en fait, on retrouve la notion de défi. Le défi,
c'est ne pas se fier à. Bon, et on voit bien que là, les politiques ne se fient pas, ou pensent que c'est trop long, c'est trop compliqué, puis ces intellos, toujours les cheveux en théâtre et tout ça. Bon, c'est pas la peine. Et vous voyez bien que lors de le débat public, entre guillemets, et la négociation sur le projet de loi, en fait, on a assisté à un échange digne de ce nom sur la figure de l'étranger dans la société française et sur ce qu'il fallait faire de populations qui sont embarrassantes pour tout le monde. Et elles sont embarrassantes pas simplement pour la société française, elles sont embarrassantes pour toutes les sociétés où il y a des mouvements de population. Bon, on a bien vu qu'en réalité, c'était du marchandage, de la petite négociation, de la petite alliance, des petits revirements, etc. Il m'a semblé que ce projet de loi était en grande partie, pas totalement, mais en grande partie, indigne d'un débat sur une question qui est importante. Et cette question n'est pas plus sensible qu'une autre. Elle est certainement pas plus sensible que l'avortement. Voilà. Alors, avant de donner la parole à Catherine Vitol de Vanden, je voudrais, moi, en rebondissant sur ce que vient de dire Smaïn Lacher, au fond, Smaïn Lacher nous a dit deux choses. Il vient nous dire, d'abord, il y a une forme de difficulté pour le politique à s'emparer du sujet de manière dépassionnée dans une démocratie d'opinion. Et si je reprends les mots tout à l'heure qu'il voulait, qu'il rejetait, même mépris, le populisme et le misérabilisme, la question qui se pose, si on va au-delà de ces mots, c'est au fond des postures que je vais qualifier d'un peu extrêmes par rapport à cette question. Or, on est dans une société où le débat public est de plus en plus polarisé, notamment par les réseaux sociaux. Et donc, la question qui se pose, et si je reprends les mots de Laurent Bouvet qui disait il y a une difficulté aujourd'hui à recréer du commun, et cette polarisation, quelque part, est hostile à ce commun. Et donc, c'est là l'interpellation que moi je fais de sciences politiques de Catherine Vitol de Vanden. Est-ce que on est dans un moment où j'allais dire, la voie de la raison, la dépassionnalisation de cette question, de ce sujet, qui en même temps est omniprésent dans la réalité, et on l'a vu par Patrick Weil comme Nicolas l'ont bien montré dans les chiffres, en tout cas, ça s'impose à nous, mais par contre, on est dans une séquence politique où il semble de plus en plus difficile de pouvoir avoir, j'allais dire, la parole à la bonne distance, ou correctement distanciée. Effectivement, je crois que cette question est très pertinente et je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la difficulté entre le sachant, si j'ose dire, et le politique de se rencontrer, pour reprendre les idées de Max Weber sur le savant et le politique. Et c'est un sujet très préoccupant aujourd'hui pour les chercheurs que nous sommes, parce qu'on a l'impression qu'on a quand même en France et dans beaucoup de pays une 50aine d'années de recherche sérieuse, solide, avec des enquêtes de terrain, avec des chiffres, avec une mise en carte de ces sujets, avec une dimension historique, etc. Et que ceux qui débarquent en politique découvrent le sujet et qu'ils vont regarder les sondages. Aujourd'hui, l'inspiration essentielle de la décision publique, ce sont les sondages tels qu'ils sortent, des grands sondages d'opinion, etc. Ça va être essentiel, et surtout le souci de l'importance de l'extrême droite dans le paysage politique. Donc, il faut soit lui faire plaisir avec l'idée fausse que les électeurs vont aller dans le sens de l'offre politique du gouvernement en place, soit au contraire
on va, disons, s'en démarquer, mais pas trop, parce que c'est quand même la tendance des sondages. Donc on est dans une dimension théâtralisée aujourd'hui de la mise en œuvre de la politique migratoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Quand il y a quelques Africains qui, venant d'Italie, traversent la frontière française, alors on va avoir notre ministre de l'Intérieur avec le préfet de région, le préfet du département, pour montrer qu'on garde la frontière. Qu'est-ce que ça a comme sens dans un monde, ça a été dit, qui est en mobilité? Est-ce que la frontière d'un seul État peut avoir une signification pour contrer les migrations à l'échelle mondiale? Donc il y a une mise en scène des reconductions, une mise en scène, et le pacte européen sur lequel on m'avait demandé de parler appartient aussi à cette mise en scène, parce qu'on est très très loin de toute une série de réalités qui sont que la migration, c'est un facteur structurel du monde. Et malheureusement, les politiques qui sont, ça a été dit, dans le court-termisme. Il faut la prochaine échéance, ce sont les élections municipales, nationales, européennes, etc. Donc, surtout, on ne va pas aller sur le fond des questions, parce que ça peut déranger. Et c'est une question qui est traitée à la légère. Je crois que c'est surtout ça. Quand on a eu la crise de la Covid, on a écouté quand même un certain nombre de scientifiques sur ce qu'ils savaient de la façon de traiter la question. Quand on parle d'environnement, même si on ne les suit pas, on va suivre les débats des scientifiques sur le réchauffement climatique. Sur l'immigration, rien. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que, en fait, tout le monde croit, tout décideur croit qu'il a son point de vue, et que son point de vue est tout à fait aussi valable que 15 ans, 20 ans, 30 ans de recherche sur le sujet. Donc ça, c'est extrêmement frustrant, si j'ose dire, non pas qu'on ait l'intention d'être les conseillers du prince, mais simplement de valoriser un certain nombre de travaux qui pourraient avoir une efficacité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ça, c'est le constat que je fais depuis des années. On a l'impression de redire toujours les mêmes choses, et qu'elles ont toujours aussi peu d'impact, et que le discours, disons, de la rue est largement plus légitime que celui du chercheur qui travaille sur la question. Donc ça, c'est un constat peut-être pas uniquement français, mais que à l'échelon européen, avec la montée des populismes, que l'on peut faire dans beaucoup de pays parmi nos voisins.